et la spiritualité se rencontreront et se serreront la main. Alors ça rejoint ce que disait Laurent, c'est ça, dans son film. C'est-à-dire qu'on arrive, alors on a toujours l'impression que notre époque, c'est l'époque où tout va se passer, quoi. Mais pour une fois, c'est vrai. Il y a eu une autre époque comme ça au début des années 1900, quand on a changé de mode de raisonnement, quand on a changé la logique, avec la physique quantique, avec la relativité, etc., avec le théorème d'incomplétude de Gödel, avec ce qu'on a tiré Popper, etc., bon, avec tout ce qui est non local, et qui est le cheval de bataille d'Erwin Laszlo. Au mois de juillet, Erwin m'avait invité à venir donner deux conférences dans une semaine qu'il avait organisée en Italie. Une partie était liée à le nouveau paradigme et le business. Au début, ça m'a paru un peu bizarre, mais finalement, c'était très intéressant. Et une autre, c'était plutôt sur les expériences de mort imminente, etc. Il y avait Ben Alexander, Raymond Moody, etc. Mais enfin, tout ça était assez lié, on va dire. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que tout était basé sur l'akasha en réalité. Le nouveau paradigme n'est pas du tout un nouveau paradigme, c'est le paradigme le plus ancien qui existe. Sauf que la révolution qui est en train de se faire, c'est que la science a atteint la maturité aujourd'hui pour pouvoir expliquer scientifiquement des choses qu'on était amené à croire. Or, la grande leçon de Vivekananda, inspirée par Ramakrishna, c'est ne croyez en rien du tout. Vérifiez tout. Votre intelligence, ce qui est vous, est capable d'appréhender ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir la foi. Moi, je sais que personnellement, moi j'étais élevé chez les prêtres et tout ça, bon, j'ai lâché prise au bout de 10 ans parce que c'est insupportable, mais au bout de 10 ans c'est dur, quoi. Mais rapidement, je me suis mis dans la physique, et la physique vous ouvre un monde qui est la physique moderne, qui est complètement contre-intuitif, et les arts martiaux aussi. Donc je me suis dit, il est temps de se mettre à chercher. Je réponds peut-être à la question que tu allais me poser après, mais c'est dur de lâcher le fil une fois qu'on le tient. C'est qu'il y a quelque chose à trouver, c'est sûr, c'est ce qui a été dit très bien. Moi j'ai écrit un essai que je ne publierai jamais, mais qui raconte votre film en fait. Parce que j'ai suivi exactement cette démarche-là, quoi. On se dit qu'est-ce qu'on fout là, etc. Moi, puis, alors soit on est pris par la vie de tous les jours, soit on est un peu atypique, on ne se marie pas, on n'a pas forcément d'enfants et tout, et on cherche. Et on passe sa vie à chercher. Et moi, je suis vieux maintenant, et je passe ma vie à chercher encore. La bonne nouvelle, c'est que je commence à trouver. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. En tout cas, on va la reposer sur notre angle. Je t'en prie, parce que je perds rapidement le fil des questions. On va continuer à tirer d'autres fils. On en parlait un petit peu juste avant. Entre nous, souvent, lorsqu'on parle du champ de l'akasha, ou en tout cas des champs akashiques, que Laszlo, dans ses écrits, Erwin décrit comme le champ A. Okay, ça, c'est une notion à avoir en tête simplement par rapport au modèle dans lequel on peut évoluer et qu'on va partager. Le champ A, c'est le terme qu'il emploie pour décrire le champ akashique, en référence au champ G, qui est celui lié à la gravité ou la gravitation, et au champ EM, qui est lié à l'électromagnétisme. Okay, donc là, le champ A, c'est un champ en plus au niveau du système qui est proposé, et donc d'un système un peu métaphysique qui est posé à travers cet ouvrage, ou à travers cette démarche, cette réflexion. Souvent, donc, entre nous, on va se dire, bah, tiens, c'est le vide quantique, enfin, il le dit lui-même dans ses écrits, c'est le vide quantique, c'est l'information, c'est des choses de cet ordre-là, on y reviendra. Mais pour toi, il y a des choses liées aussi à la matière sombre, à l'énergie noire, à des choses comme cela. C'est-à-dire que, puisque, rappelons-le, avant même peut-être de se dire que tout est illusion, parce qu'on peut penser les choses ainsi, il faut déjà qu'on prenne conscience que, c'est moi qui le dis, il faut déjà qu'on prenne conscience que, en gros, ce que nous percevons du monde, ce que nous connaissons du monde, ce que nous appréhendons du monde, à la lumière de ce que l'on sait, c'est que 4% en fait du réel, c'est que 4% de l'univers. Tout le reste, on sait qu'il est là, mais on n'arrive pas à l'attraper, on n'arrive pas à le définir, on n'arrive pas à le qualifier. On sait juste, à la lumière des équations qui tiennent debout aujourd'hui, qu'il y a des choses qu'on ne voit pas.
Alors, par rapport à ça, information ou autre chose? Alors, on va oublier la matière noire pour le moment, parce que ça reste sujet... C'est un concept un peu fumeux. Un petit peu, ça reste sujet à discussion, on va dire. Alors que l'énergie sombre, c'est quelque chose qui est... Alors, ça n'a pas encore été démontré, validé par la communauté scientifique. Mais j'ai trouvé des articles de 2008 écrits par un Anglais, un Canadien, qui... comment dire ça d'une manière simple? Le champ du point zéro, dont auquel il a été fait allusion, par toi je crois, ou pas, je ne sais pas. Bon, le champ du point zéro, ça c'est une réalité physique. Le champ du point zéro, c'est les fluctuations du vide au zéro absolu. On aurait tendance à penser que le vide au zéro absolu, il ne bouge pas, il est complètement mort. C'est pas vrai du tout. Et ça, c'est lié, ça vient des théorèmes d'Heisenberg sur ce qu'on appelle la relation d'incertitude. En plus, ça vient donc des fondamentaux de la physique quantique. Ça vient des fondamentaux de la physique quantique qui font qu'il y a des couples qui ne peuvent pas être connus parfaitement. Il y a la quantité de mouvement et la position, par exemple. On ne peut pas connaître les deux avec perfection. C'est pas possible. Soit on arrive à saisir le mouvement, soit on arrive à saisir la position. Si on connaît exactement la position, le mouvement ne pourra être connu qu'avec quelque chose qui est la constante de Planck multipliée par quelque chose. Bon, on ne va pas rentrer dans des détails mathématiques, mais il se trouve que quand on regarde les fluctuations du vide au zéro absolu, on s'aperçoit que ces fluctuations ont lieu à toutes les fréquences possibles, mais c'est des fluctuations très très petites, en fait c'est des échanges de matière et d'antimatière en permanence qui font qu'il y a une espèce de substrat physique, énergétique, réel, qui apparaît, qui disparaît, et alors c'est tout petit, la constante de Planck, c'est 10 puissance moins 35 dans ces eaux-là. Donc c'est multiplié par les fréquences, on se dit, ouais, ça ne nous étonne pas qu'on ne le voit pas, il y en a si peu, c'est si petit. Sauf que des fréquences, on va de la fréquence 0, rien ne bouge, jusqu'à la fréquence la plus haute qui puisse exister dans l'univers, qui est la fréquence de Planck. La fréquence de Planck, c'est 10 puissance 43 Hz, c'est-à-dire 1 et 43 zéros. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès qu'on parle de 10 puissance 9, on est dans le milliard. Donc 43, on est dans du milliard, de milliards. Alors, il y a des toutes petites quantités d'énergie, mais il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de fréquences possibles, et quand on intègre tout ça, on arrive à des quantités d'énergie qui représentent 120 fois l'énergie qui est au cœur du Soleil à chaque centimètre cube de notre espace-temps. C'est impossible. Bon, alors l'article que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps en fait, dit que non, il y a un cut-off, il y a un endroit, ça s'arrête. On peut l'expliquer, mais on ne va pas le faire ici, ça nous amènerait trop loin, à 1,7 THz. Un téra, c'est après le giga. Okay. Donc, et au stupeur, quand on intègre tout ça, on tombe sur un chiffre qui est l'énergie globale du point zéro, dont Feynman disait qu'avec un verre de cette énergie, on pouvait faire bouillir tous les océans de la planète. Eh bien, on tombe exactement sur la valeur de l'énergie sombre telle qu'on l'a calculée par ses implications physiques mesurables. Alors, moi, j'ai un peu tendance, c'est là où je dis qu'on commence à trouver, c'est que l'énergie sombre, on sait qu'elle est là, on ne la voit pas, elle représente 70% de la matière-énergie de l'univers. Si c'est l'énergie du point zéro, comme pour moi l'énergie du point zéro, c'est en même temps l'éther, que l'éther, c'est l'akasha. L'éther, c'est l'autre nom, oui, de l'akasha. L'akasha, c'est le non sanskrit. Donc le non sanskrit, l'éther, c'est un concept qui existait en physique jusqu'aux années 1900, jusqu'à ce que Einstein dise la lumière se promène dans le vide et non pas dans l'éther, il n'y a pas besoin d'éther. Mais en 1921, je crois, il est revenu là-dessus en disant « Je me suis trompé », parce qu'en fait, le vide n'étant pas vide, ce vide non vide, c'est l'éther.
Ça, c'est la deuxième info clé sur le vide. C'est que premièrement, en fait, le vide, il fluctue, il bouge, y compris quand on va au bout du vide, dans l'infiniment petit du vide, ça bouge. Et au zéro absolu. Ça fluctue grave et il y a vachement d'énergie. Et la seconde idée, c'est que le vide n'est pas vide. Ça, c'est qu'il faut bien l'entendre. Le vide n'est pas vide, le vide est plein. Et c'est là où on rentre dans des choses, il est plein de quoi, et ça devient métaphysique. Et ça devient la définition scientifique de l'éther, donc de l'akasha, qui existe dans les traditions millénaires. Mais les gens, alors dans les traditions millénaires, c'est pour ça que le nouveau paradigme est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais auquel des gens adhéraient parce qu'ils l'avaient soit entendu dire et ça les avait branchés, ils avaient la foi, soit ils avaient fait des expériences personnelles. Parce qu'il faut voir que cette approche bottom-up, c'est-à-dire je pars du bas et je cherche, on finit par trouver des choses scientifiques, spirituelles. Il y a des gens qui ne trouvent rien parce qu'ils ne cherchent pas beaucoup, qu'ils ont autre chose à faire, etc. Et puis il y a l'approche top-down, c'est-à-dire on enseigne un truc, on essaye de l'assimiler, et puis si on avait à faire la synthèse, on a de la chance. C'est ça l'approche spirituelle et l'approche scientifique. Et aujourd'hui, on est en train de voir, il y a cohérence à beaucoup d'endroits, et notamment sur ce point précis, puisque tu m'interroges là-dessus, entre akasha, éther, champ du point zéro, énergie sombre, on s'aperçoit que tout ça c'est pareil. Alors, sous réserve d'inventaire, on va dire, de démonstration, etc. C'est pour ça que j'ai créé une fondation, on va dire, en fait, c'est un fonds de dotation, parce que on n'a pas des milliards à mettre dedans pour le moment, mais ça se veut être quelque chose qui cherche, là où la science, qui a déjà fait un boulot de fou, qui a trouvé des choses magnifiques, l'univers, même s'il n'existe pas, comme tu disais tout à l'heure, est tellement bien foutu que c'est quand même, ça serait dommage qu'il n'existe pas presque. Et c'est tellement bien réglé, c'est tellement bien foutu, c'est magnifique. Bon, eh bien, on commence à arriver à taper à la porte du clan du dessus en disant il nous manque des trucs pour finir d'avancer dans l'approche bottom-up. Et ces choses qui nous manquent, c'est ce que les scientifiques d'aujourd'hui ont la capacité d'étudier, mais que la plupart, parce qu'ils sont vieux et bloqués sur leur position, se refusent d'étudier. Et nous, on a créé un truc pour dire on va étudier juste exactement ça. Et ça peut se résumer, il n'y a pas 50 000 trucs à étudier. C'est quoi la conscience? C'est quoi l'énergie vitale? Et dans la conscience, il y a les niveaux de conscience qui portent une énergie, chacun aussi. Donc tout ça, c'est tout des énergies. Donc là, je ne vais pas rebâtir ma propre théorie sur la chose, mais disons qu'il y a un chaînage entre la conscience supérieure, le sens qui est lié à la conscience, l'information qui porte le sens, l'énergie qui émane de l'information, l'énergie émane de l'information, que l'énergie se transforme en matière, que la matière devient petit à petit vivante, animée, intelligente, consciente d'elle-même, et reboucle et retourne à sa source, qui est la conscience primordiale, qui est l'amour absolu, non dualiste, etc. etc. Voilà. Bon, alors, on y reviendra un peu après, c'est pas compliqué. Hein. C'est hyper simple en fait. Il n'y a plus qu'à démontrer des trucs, et ça on va s'y coller. Alors ça peut durer 5 ans, ou 100 ans, ou 3000 ans, j'ai aucune idée, mais on va trouver. Bon, on reviendra un petit peu après sur en quoi la pratique des arts martiaux a pu aussi, en termes d'expérientiel, a pu influencer justement sur la prise de conscience et l'élaboration du modèle que tu viens de nous partager. Moi, je retiendrai en tout cas une phrase dont j'ai déjà, c'est que donc la science a fait un travail de fou. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et aussi le fait que, quelque part, peu importe les mots que l'on emploie, puisqu'il y a en fait une réalité sous-jacente, ou en tout cas, il y a quelque chose du réel, de l'univers, de l'existant, de quelque chose qui nous échappe, et qui échappe y compris à notre entendement, ou en tout cas à travers les mots qu'on emploie, puisqu'on change de mots en fonction des époques, des théories et des traditions, mais on cherche toujours à évoquer, ou en tout cas à transmettre la même chose, au niveau de ce quelque chose qui est présent autour de nous. Donc restons sur des dénominations un peu floues, parfois précises, parfois floues, tout ça est relatif. Alors justement, on va continuer ce mariage entre
science et spiritualité, en tout cas, tu as une approche à la fois top-down et bottom-up qui monte et qui descend, avec toi, Gabriel, où il y a votre démarche de documentariste, il y a votre démarche d'artiste, réalisatrice qui va chercher à designer, à mettre en place une forme qui est type audiovisuel, avec la narration qui va avec les images qui vont avec, le son qui va avec, et en même temps, et ça c'est ce qu'on va découvrir, il y a ce documentaire assez vertigineux sur une artiste qui s'appelle Viviane José Restiaux, où la magie s'est exercée, ou en tout cas des connexions qu'on pourrait qualifier de privilégiées avec l'Akasha se sont déroulées. Donc est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, moi j'aimerais bien témoigner sur le phénomène d'aimantation. C'est-à-dire que Michel Decouste, je pense que certains d'entre vous la connaissent qui voit un bien. petit peu, qui connaît le travail de Michel Decouste en tant que documentariste. Oui, c'est une écrivain, cinéaste, documentariste, un peu pionnière qui a eu une vie aussi d'aventure, de quête, qui a vécu des choses extraordinaires, qui est aussi assez impulsive. Elle a rencontré un pêcheur une fois en Australie, elle l'a épousé, elle a vécu 2 ans avec lui sur un bateau. Enfin, sa vie a été comme ça. Elle a aussi, de passion. Elle a campé 3 ans auprès de Biosphère 2, voilà. sur le site là-bas où on bâtissait comme ça ces 2 hectares un peu sous cloche, sous verre, qui étaient censés reproduire le fonctionnement de Gaïa et qui permettait surtout de pouvoir détecter les processus, comment tout est relié, de l'eau au vivant, aux algues, aux coraux, etc. Voilà, donc on a fait un film aussi, on a monté un film sur cette expérience. Mais la première fois donc, qu'elle a eu envie de faire un film sur Auroville. Ça fait depuis 1993 qu'elle y va au moins une fois par an. Et elle avait voulu trouver quelle était justement la colle qui faisait que les gens restaient ensemble au bout de 40 ans, alors que c'est un contexte de vie complètement difficile. L'Inde bouge énormément, les prix flambent, enfin, il y a des ouragans, et puis il y a des luttes internes. Et donc son film, elle voulait l'appeler la colle, la glue, de glue. Elle est la colle qui fait que les gens restent ensemble. Et donc elle a émis, à un moment donné où elle était perdue parce qu'elle ne savait plus comment faire pour son montage, elle a émis une demande en disant, amère d'ailleurs, elle a sa photo dans son salon, qu'elle avait besoin d'aide, elle avait besoin de trouver quelqu'un pour faire son montage avec elle. Et donc elle faisait partie de Club Terre, Bénédicte, tu te souviens ? Et donc elle est allée à Lyon, à l'université du Nou, elle n'avait pas du tout envie d'aller, mais avec dans sa tête l'idée de trouver un monteur pour son film sur Auroville. Et là, elle en a parlé en disant, bon, je reste pas, j'ai rien à faire ici, je suis désolée. Et elle lance comme ça un peu à la cantonade qu'elle cherchait un monteur. Et une personne lui parle de moi. Elle se rappelait plus trop de moi, elle m'appelle et elle me dit, est-ce que vous êtes disponible cet été ? Oui. Est-ce que vous savez monter un film ? Oui. Est-ce que vous acceptez de ne pas être très très bien payé, même voire très très mal payé, enfin, même presque pas payé ? Alors là, quand même, j'ai mis un silence dans mon enthousiasme. Alors je lui ai dit, ça dépend, c'est pourquoi. Et elle me dit, c'est pour monter un film sur Auroville. Ah, je dis, voilà, oui, tout de suite. Ah bon, mais vous connaissez Auroville ? Non. Ah bon. Et donc, j'ai dit, mais bon, j'ai l'aventure de la conscience, c'est mon livre de chevet depuis 25 ans, donc ça m'intéresse. Et donc voilà, on a commencé la collaboration comme ça. Donc il a fallu harmoniser nos 2 énergies qui sont vraiment pas du tout les mêmes. Donc j'ai passé beaucoup de temps à la calmer, à la rassurer et moi aussi à mettre en confiance parce qu'en réalité j'avais jamais monté de documentaire aussi long. C'est un vrai travail techniquement aussi, apprivoiser la technique pour le coup, faire rentrer la technique dans aussi l'harmonisation et dans le message qu'on veut faire passer, ça a été aussi un défi. Et voilà, on a fait ce premier film. Et donc après, moi, je l'ai toujours suivi. J'ai eu des cadeaux vraiment en retour par rapport au peu d'argent que j'ai pu gagner. Les cadeaux que j'ai eu en retour ont été merveilleux. J'ai pu aller à Auroville avec elle présenter le film. J'ai pu visiter Auroville dans des conditions exceptionnelles. Enfin, voilà, donc il y a le retour comme ça. Et donc, quelques années après, Michel a senti que c'était le moment de faire un film sur Viviane José Restiaux, l'artiste peintre, donc, qui a aujourd'hui 84 ans et qui a donc sa vie qui résonne avec son œuvre. Donc, chaque phase de sa vie était comme programmée pour qu'un jour elle puisse peindre comme ça et nous offrir à tous son œuvre telle qu'elle existe aujourd'hui.
Donc, On passe un premier extrait ou tu veux rajouter quelque oui, chose moi je pense que ça peut être bien. Juste dire, saluer le courage de Michel qui encore une fois a voulu faire ce film alors qu'on n'avait pas d'argent, alors que tout le monde disait que c'était une folie, alors que c'était pas le moment, alors que Viviane elle-même n'était pas tellement persuadée qu'il fallait faire un film. Donc, mais voilà, elle lâche pas. Donc ce que vous allez voir là, c'est pas vraiment un extrait du film tel qu'on l'a fait avec Michel, mais c'est un petit montage que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Voilà. Le système s'est déconnecté. Il y a comme là, je ne sais pas comment le remettre en marche. On n'arrive pas à... Problème technique à régler. J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de tension, il faudra remettre, mais on n'a pas forcément la bonne télécommande. L'instant de patience. Oui. Yves, il ne nous a pas laissé de télécommande. Non. Donc on a l'information et la cachac un peu qui est rétive à se densifier. Mais ça a marché tout à l'heure, il n'y a pas de raison que ça ne marche plus à nouveau. Je pense que c'était pour faire taire le sifflement qu'on lui a coupé le sifflet, et donc de fait maintenant on essaye de remettre un peu de souffle là-dedans. On peut en profiter pour vous poser des questions. Bah oui, profitons-en. Est-ce que c'est le Club Terre? Vous avez dit le Club Terre. Vous avez fait une petite allusion, mais... Oui, le Club Terre, donc c'est Éric Julien, qui est aussi... vous le connaissez? Et donc Éric Julien, le consultant d'entreprise qui s'est impliqué, qui s'est engagé auprès des Kogi et de la défense de la culture Kogi en montant des structures en France, parce qu'en gros les Kogi ont sauvé la vie en Amérique latine et ils lui ont dit toi tu vas nous rendre service. Ok, ça marche puisque je dois la vie, et donc il est revenu en France et comme il a compris que cette culture était en danger, il a mis en place des associations, des structures qui interviennent notamment en rachetant des terres des Kogi pour éviter qu'elles soient accaparées par d'autres types d'intérêts privés. Merci. Et donc il a voulu créer Club Terre, et sa grande idée, c'était de rendre un petit peu le pouvoir aux citoyens. C'est-à-dire que chacun donne chaque mois ce qu'il peut, 10 euros, 5, 50, 100, et ça fait une collecte, c'est un fonds de dotation. Et une fois par an, donc on se réunit tous ensemble et on décide à quel projet innovant on alloue l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-nous, repartons. Étienne, est-ce que tu sais remettre les écrans, les vidéos, les machins? Parce que là on a l'image sur l'ordinateur, mais pas encore l'image là-haut à l'écran.
Alors, donc sur le Club Terre, ça a peut-être répondu à la question. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait une seconde question pendant qu'on est dans les dernières secondes de réglage par rapport à ce qui a été évoqué? Sur Orbs? Oui. Oui, quelle serait votre question? J'ai pas de question, mais qu'est-ce que c'est? Donc, Orbs, comme je le disais tout à l'heure, c'est la revue donc, que j'ai fondée il y a 3 ans maintenant. C'est un contexte un peu particulier. Je travaillais au Parlement européen comme assistant parlementaire sur les questions centres environnement pour Michel Abdelaziz, qui est une députée qui est encore pour cette mandature verte, écolo. Et donc j'étais au bureau, ça faisait 2 ans que j'étais là-bas à peu près, et d'un coup j'ai une intuition très forte qui vient, qui est trop de plein dans ta vie, il faut du vide pour accueillir du neuf. Donc voilà, donc j'ai l'info qui arrive, ok, une intuition un peu qui tombe comme ça. Est-ce que j'allais négocier ou pas? Je me suis dit que si je négociais, j'allais avoir un retour de bâton qui n'allait pas être bon pour ma santé, vu le signal qui est arrivé, l'intuition. Donc j'ai flanqué madame du Parlement européen, et donc j'étais dans une situation où je savais que j'allais faire quelque chose ou que quelque chose allait venir. Mon secteur étant plutôt les médias, l'information, le journalisme, l'écriture, et notamment bien sûr la connexion science, conscience et tradition, puisque je suis un peu dans la même veine que Jean-Pierre sur ce point-là, c'est-à-dire que la façon dont la science aujourd'hui est en train de comprendre l'infiniment petit, l'infiniment bref, l'infiniment subtil, participe à notre échelle poétique d'un enchantement du monde, mais fondamentalement vient valider, vérifier, confirmer ce que des traditions et des pratiques de toute culture et de tout continent et de tout peuple depuis toujours, enfin toujours en tout cas, de ce qui est transmis et qui jusqu'à présent était balayé d'un revers de manche, comme quoi c'est pas très sérieux, notamment en matière de médecine alternative ou de médecine douce. Voilà. Et donc tout ça est en train de venir se corroborer, se confirmer, et tout ce que l'on découvre dans l'infiniment petit vient donc nourrir et renforcer, confirmer ce qui était dit par ailleurs via des transmissions orales ou via des pratiques. Bref, ça c'est ma démarche en tant que journaliste. Et donc là avec ce média, avec Orbs, donc c'est 2 mois après mon retour en France que d'un coup l'information est venue, ça a été mais oui c'est ça, fais un média où on va autant parler d'art, de science, d'anthropologie, de parapsychologie, d'économie, d'astrophysique, de génétique, où on va autant parler d'art sacré, d'art brut, que donner la parole à des prix Nobel. Voilà, c'est raconter le meilleur du monde, ce qui se passe au niveau de l'œuvre humaine, et faire œuvre d'encyclopédie par rapport aux honnêtes gens du XXIe siècle. Voilà, c'est un peu la démarche de la revue, qui est de documenter ce qui se passe et comment les lignes sont en train de bouger entre visible et invisible, et y compris en se donnant le devoir, l'exigence de proposer quelque chose de beau, d'élégant et de soigné, ce qui est une démarche de respect par rapport au lecteur. Voilà, c'est un peu la démarche, c'est toutes ces valeurs-là qui sont condensées au sein de la revue Orbs. Voilà. Ah, pourquoi il y a un sous-titre de type L'autre planète? Alors, il était une fois, dans les années 60, en 61, une revue qui est sortie qui s'appelait Planète, qui était lancée par Powell et Bergier. Et donc cette revue Planète était une revue profondément contemporaine, profondément moderne, où moi j'ai découverte en 2004 chez un bouquiniste, et où je la feuillette, et il y a un sujet sur, c'est un Planète des années 63 par exemple, c'était un vrai mouvement de pensée à l'époque, 100 000 abonnés, des centaines de milliers de 8 ou 9 éditions étrangères, enfin ça dure une dizaine d'années comme ça. Donc je découvre un Planète où dedans il y a un sujet sur la question des gourous en Inde, la façon dont ça se diffusait dans l'Occident, et on tourne la page, construction de l'accélérateur des particules au CERN. Et donc c'était resté en disant waouh, il y a une revue comme ça qui existait à l'époque, qui reliait les choses entre elles, qui était transdisciplinaire, et comment ça se fait que ça n'existe plus aujourd'hui. Et puis voilà, c'était resté comme ça. Et donc effectivement, lorsque en décembre 2011, il y a eu l'idée de la revue, l'idée précise en fait qui est venue, et qui a vraiment surgi, c'était, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est un Planète d'aujourd'hui. C'est quelque chose où on va relier comme ça les sciences humaines avec les sciences dures, et y compris avec l'art, hein, histoire de proposer une information qui va être sensible, qui va toucher à de l'esthétique, et pas de l'intellectuel. Voilà. Tu as oublié de citer ce qui est à l'origine de Planète. Le matin des magiciens. C'est le matin des magiciens. Jacques Bergier. C'était un bouquin. Moi, Jacques Bergier. C'est ma mère qui disait ça, et je suis tombé là-dessus, c'était hallucinant. Oui, donc Jean-Pierre signale que la genèse de la revue Planète, c'était un ouvrage qui est sorti 2 ans plus tôt, qui s'appelle Le Matin des Magiciens, qui parmi vous peut-être a entendu parler, vous connaissez Le Matin des Magiciens. Vous êtes 7-8. Et dans les années 60, c'était hallucinant. Et donc Le Matin des Magiciens a préfiguré ce qu'a donné la revue Planète, et c'est parce qu'en fait,
Dans un des Orbs, on a rencontré le rédacteur chef de Planète, il nous a raconté l'histoire de Planète, et il nous a notamment raconté le fait que, comme lui, il connaissait très bien Powell, en fait, quand ils écrivaient Le Matin des Magiciens, Powell ne savait pas s'il allait sortir une revue ou un livre. Et en fait, ça a pris la forme d'un livre, et comme le livre s'est vendu à 1 million d'exemplaires, ça a été un succès considérable, qui ne se dément pas hein, depuis cette époque-là, qui est à l'origine d'un courant de pensée qui a donc comme ça... qui s'est diffusé au sein des années 60 en France, qui s'appelle le réalisme fantastique, et donc Planète était la revue un peu oriflamme, porte-drapeau de ce courant de pensée réalisme fantastique. L'idée étant, une des idées maîtresses du réalisme fantastique était que le fantastique est dans le réel. Et en changeant notre regard, nous pouvons voir ce fantastique qui est là autour de nous, que les conditions du quotidien nous font un petit peu zapper et oublier. Et c'est effectivement donc cette démarche-là, d'où le fait qu'il y avait des artistes, des dessins, du fantastique, de la science-fiction. C'est Planète qui a développé la notoriété de Lovecraft, d'Arthur C. Clarke, de Borges, de grands auteurs comme ça, avec les années 60, en traduisant comme ça des textes de ces pères fondateurs, pourrait-on dire. C'est bon? On est pareil. Voilà. Merci. Je rends l'image. Merci. Gabriel, bien sûr, tu pourras arrêter quand tu veux hein, au niveau des extraits, par rapport à des commentaires que tu peux vouloir donner. Donc c'est bon. Alors Erwin Laszlo, là, ça a été très fort. J'ai lu toutes les découvertes qu'il avait faites. Quand il était pianiste et qu'il avait sa renommée, il pouvait continuer comme ça. Il a dit « Quel est le sens de ma vie ?» Et après, deuxième question, quand il a rencontré des scientifiques, etc., il s'est dit « Mais quel est le sens de la vie ?» Et là, je suis rentrée dans une solitude tellement personnelle, mais puissante et heureuse, heureuse. C'était un bonheur intérieur. Ah, quel est le sens de la vie? Par la compréhension de ces 2 pages et demie à la fin du livre, j'ai lu chaque mot, enfin plutôt j'ai intégré, j'ai vécu chaque mot, et chaque mot, je faisais un dessin. Voilà, ça s'est fait comme ça. Pendant 2 ans, j'ai été nourrie par une notion où je quittais le linéaire pour penser dans une éternité, un instant d'éternité, où j'étais propulsée moi-même dans tous les temps. Et c'est en lisant le yoga des œuvres de Sri Aurobindo que j'ai découvert aussi le sens du sacrificiel. Parce qu'à la fin de son livre, personne ne me l'avait jamais dit, à la fin de son livre, il décrit la croix christique. C'est le ciel, la terre, et puis, on croise, on coupe. Et il appelle ça la croix sacrificielle. Ça a changé totalement mon état d'être, parce que j'ai ouvert au cœur totalement. 1, 2, touc, on ouvre au cœur, ça y est, c'est ouvert. C'était encore un nouveau passage. De lui, je suis passée aussi à Mère, et puis je suis passée à Satprem. Satprem, la souffrance. Maintenant, le fait mondial, c'est qu'on casse justement tout ça. On nous fait la grande grâce de casser toutes nos idées, tous nos sentiments, toutes nos moralités. On nous fait cette grâce. On est
réunis à lui pour trouver la chose qui peut survivre, la chose qui est créatrice. Parce que quand on est dans ce point d'être, on comprend que c'est la force créatrice, que c'est ça qui peut tout changer. Il m'a passionné par sa lecture. C'est un poète de tous les temps qui n'existe pas encore. C'est d'une subtile poésie du cœur, des cellules, qu'on ne peut pas traduire. Il nous le fait vivre dans une intériorité qu'on ne connaît pas encore. La source nous offre la possibilité de nous relier à elle. Elle devient une communicante avec notre être vibratoire qui devient, et là je vais en passer à Aziz, du vibratoire, on va passer au vibrationnel. Ça, c'est la découverte avec Aziz. Voilà, ça, c'est la dernière période. La destruction est l'essence même de l'évolution. Détruire pour évoluer. Mais quand tu te fixes sur des éléments soi-disant invariables de ta vie, tu te pièges par ce concept d'invariabilité. Rien n'est invariable, si ce n'est la source, l'essence, l'omniprésence. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, mes amis. L'invariable, la constante, ça, c'est autre chose. On va en parler. On va en parler. Là, ça fait une communion avec le un, source, un corps entier se met dans une autre disposition. Ce corps ne sera plus jamais le même. Il est disponible à encore plus l'inconnu de lui-même. Les champs morphiques, c'est-à-dire ces images, ces dessins, c'est des interférences subtiles avec la présence. Donc ça met en place quelque chose de très subtil qui peut arrêter les interférences néfastes qu'on peut activer. Oui, je voulais faire une petite pause. Tu voulais dire, Dominique Pas maintenant. D'accord. Peut-être juste vous préciser qui est le professeur Aziz El Amrani, parce que là, son nom entier n'est pas apparu. Donc, c'est un scientifique aussi marocain. Il avait un laboratoire de transfusion sanguine, analyse sanguine au Maroc. Notamment, il a beaucoup soigné le roi Hassan II. Donc, il avait quand même son laboratoire à lui extrêmement scientifique, mais en même temps soufiste par sa maman. Et il avait eu un maître aussi indien qui l'avait initié. Et puis un jour, un monsieur est venu, 80 ans à peu près, pour faire juste une prise de sang, une analyse sanguine. Et quand il est revenu chercher ses résultats, Aziz lui a dit « Monsieur, vous avez un grave problème. Vous avez un cancer en phase terminale. » Et le monsieur a dit « Ah non, docteur, c'est vous qui avez un problème. Parce que moi, j'allais bien. Donc maintenant, vous vous débrouillez. Mais moi, vous ne collez pas ça sur moi. Moi, j'allais bien. » Et donc, il a arrêté complètement son laboratoire. Il a changé complètement de vie. Et il est parti du fait que, oui, qui je suis pour poser un diagnostic, puisqu'à partir du moment où je pose le diagnostic, la maladie se cristallise, elle devient réelle pour la personne qui la dramatise, etc. Donc maintenant, il fait des conférences, des stages, des séminaires. Et donc j'étais assise à côté de Viviane le premier jour, effectivement, où elle a assisté à un séminaire avec Aziz. Et je la sentais à côté, elle vibrait, parce qu'elle vit tout dans son corps, dans ses cellules. Elle vibrait à chaque parole, c'est vrai, comme elle a dit. Et lui, ce qui lui a permis, c'est de mettre des mots sur ce qu'elle vivait dans sa peinture, dans sa manière d'être artiste et dans son œuvre et dans son art, sans jamais avoir pu nommer les choses. Elle disait dans sa tête la source, les mots, elle n'osait pas trop en parler à personne, et puis lui, il nomme ça, la source. Donc elle a trouvé des correspondances comme ça et des lumières sur sa façon de travailler.
Et moi, j'ai trouvé ça admirable d'attendre 84 ans pour avoir des lumières et des réponses, quoi. Donc, dans les gens qui sont en quête, et pour donner, c'est un bel exemple. Mais avant qu'on passe sur la seconde moitié de ce court-métrage que tu as réalisé spécialement pour nous, pour aujourd'hui, un petit clin d'œil quand même de l'histoire, c'est que la seconde séquence avec Aziz qui est tournée, elle a été tournée ici, dans cette salle. Hein, vous avez reconnu les deux coins d'écran qui avaient de part et d'autre, voilà. Donc c'est marrant comment en fait, on ne le savait pas, mais tout est lié, quoi. Voilà. Si tu veux reprendre pour la suite de ton court-métrage. Oui, juste pour dire qu'Aziz, au départ, le travail de Viviane, il le regardait comme une chose qui vient de la matière. Lui, il fait un petit peu quand même la séparation entre ce qu'il appelle lui la lumière noire et le visible. Et là, il est rentré quand même en résonance et depuis quelque temps, il a compris qu'effectivement, ce qui émanait de ses œuvres, et inversement, elle, à chaque fois qu'elle assiste à un séminaire, elle fait des séries, quelquefois de 10, 20 ou 30 tableaux, en fonction de ce que Aziz a expliqué. Voilà. Donc là, vous allez rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le processus créatif. Donc elle va vous expliquer dans quel état elle se met pour peindre, et puis vous allez assister à la naissance de plusieurs œuvres. Le processus créatif, c'est un état d'écoute à l'univers, ne plus exister, ni pour soi, ni pour faire. Je me mets en état de vide avec moi-même. C'est tellement du non-vouloir qu'on évite de penser. Et je sens petit à petit que mon corps commence à chanter, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement, par le silence. La nourriture, c'est le silence. C'est ça la vraie nourriture, c'est le silence. Alors mon corps va subtilement chanter, va rencontrer la musique de l'univers. Alors, ça y est, je suis dans l'état d'émettre un son.
demandé de relier la transparence de la fin du chemin de sa prenne. Petit début d'une... Et là, on se sent obligé de tout prendre, de tout prendre, de tout prendre, de tout prendre. La conscience de tous les mondes. Qui appelle et de se relier à ce qui existe déjà depuis.